sans plus tarder, je vais laisser immédiatement la parole à M. Amérique Café, qui est le porte-parole et premier député de Québec solidaire. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est une chose agréable de revenir toujours à l'Université Laval parce que j'y ai étudié quelques années. Au bar, en face, là, à l'époque où je faisais la médecine. J'ai étudié la médecine à une époque où le militantisme et l'appétit pour la politique chez les étudiants était plutôt à la baisse. On traversait une période relativement sombre pour, je dirais, la gauche en général à travers le monde, à cause d'expériences malheureuses vécues souvent sous un modèle particulier de socialisme qui s'est imposé de manière très antidémocratique et, disons, très autoritaire dans plusieurs pays, le modèle soviétique, avec plusieurs de ces, disons, de ces pays qu'on décrit comme satellites. Par ailleurs, c'était aussi, si vous vous rappelez, au milieu des années 80, le début d'une véritable contre-révolution ou contre-réforme à l'échelle de la planète qui a été initiée d'abord aux États-Unis et en Angleterre avec Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui ont commencé le cycle des réformes au niveau législatif à travers les nations occidentales qui consistait, si on se souvient des trois mots d'ordre de l'époque, de déréglementation, restructuration et privatisation. Le modèle de marché libre de contraintes, par contrainte on entend les contraintes étatiques qui établissaient un certain nombre de règles, et demander au capital privé de respecter un certain nombre de choix sociaux en matière fiscale, en matière environnementale. C'est autant d'empêcheurs de tourner en rond ou de tourner plus rapidement dans le cycle qui devait générer le profit sur le capital que la droite politique et la droite économique ne jugeaient plus nécessaire de respecter. Pourquoi? Parce que à la fin d'un cycle d'à peu près 100 ans de lutte sociale, je le situe quelque part le début de ce cycle je dirais, de renouveau des sociétés et des combats sociaux dans les années 1880, ce qu'on appelle le printemps des peuples, où il y a eu plusieurs révolutions, plusieurs barricades, en France, en Italie, en Autriche, en Pologne, dans plusieurs pays européens, et petit à petit des mouvements sociaux forts, principalement des mouvements ouvriers, ont commencé à questionner l'ordre capitaliste qui était déjà en place depuis un bon 2 siècles et demi déjà. Le résultat de tout ça a été, d'une part, un certain modèle, comme je vous ai dit, qui a commencé d'abord en Russie, donc avec l'Union soviétique, avec une série disons, de reproduction ailleurs en Europe, puis de modèles un peu différents ailleurs en Asie, comme la Chine et partout dans le monde. Mais surtout, en Occident, ça s'est répercuté, cette vague de demandes venant de la base pour réclamer plus de justice, plus de redistribution de richesses, a trouvé son aboutissement à la fin des années 20 et surtout après la Seconde Guerre mondiale en raison de problèmes majeurs qu'a connu le système capitaliste. D'abord, une première guerre, parce que la Première Guerre mondiale était avant tout une guerre de marché entre des puissances rivales qui ont fait la guerre et envoyé comme chair à canon des millions de soldats et des millions de civils à la mort pour rivaliser dans la domination sur le territoire européen et ailleurs dans le monde. Donc il y a eu d'abord la Première Guerre mondiale qui a pris une fin abrupte, surtout et avant tout à cause bien sûr des massacres, mais aussi à cause de la grippe espagnole qui a entamé en fait les dernières résistances que pouvaient offrir les populations vis-à-vis tant de souffrances entraînées par la guerre. Puis ensuite, il y a eu la crise de 29. Et de l'autre côté, un modèle alternatif qui se disait favorable aux moins fortunés, favorable aux ouvriers, je parle du modèle communiste ou socialiste, qui a fait en sorte que les capitalistes
surtout lorsque la Deuxième Guerre mondiale a été franchie, se sont aperçus que s'ils ne faisaient rien, ils allaient tout perdre. Il fallait qu'ils fassent les concessions, des mouvements sociaux très forts, des ouvriers, des étudiants. Les mouvements des femmes n'étaient pas encore très, très forts à l'époque, mais surtout des mouvements sociaux par exemple, tournant alentour de l'idée qu'il fallait des services publics de qualité pour assurer l'enseignement, un enseignement pour tous, puis une santé qui soit, des soins de santé qui soient accessibles à tous. Tous ces mouvements-là étaient devenus de plus en plus forts, et avec le mouvement ouvrier quand même capable de mobiliser et d'obtenir certaines victoires dans les pays occidentaux, qui a fait en sorte qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec le souvenir douloureux de la crise de 29, les détenteurs des capitaux ont décidé de faire des concessions dans les sociétés. Ça, c'est une introduction longue. Je vais arriver à la racine du mal, c'est-à-dire de la corruption. Je vais expliquer pourquoi on arrive dans l'état qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a eu une série de concessions qui a fait en sorte, je l'avais expliqué lors d'une précédente conférence que j'avais donnée dans cette même salle il y a, je pense, 1 an à peu près, qui a fait en sorte que, par exemple, l'exemple américain donne un peu l'exemple du reste des pays développés, là, où le même phénomène s'est produit à des degrés divers. Par exemple, le millième le plus riche aux États-Unis, qui tirait donc les revenus les plus élevés. Si on fait une catégorisation de toute la structure des revenus, par exemple, aux États-Unis dans les années 20, le millième le plus riche tirait vers lui 6,3% du PIB, c'est-à-dire 63 fois donc son poids démographique. Le millième le plus riche, 63 fois son poids démographique en termes de revenus du PIB d'un État aussi puissant que les États-Unis. À cause du New Deal, en fait, un choix qu'a fait le président américain, plutôt que les choix d'aujourd'hui, hein, que tente de faire pour sortir de la crise actuelle, puisque vous entendez souvent, actuellement la droite, surtout la droite républicaine aux États-Unis, mais une certaine droite en Europe, veut accentuer le train de contre-réforme néolibérale qui consiste à diminuer la taille de l'État, diminuer sa capacité d'agir et son investissement social, et cible la réduction de la dette, la balance du budget, etc. Au lendemain de la première crise, et surtout après donc, les chocs successifs qui ont été les 2 guerres mondiales et la crise de 29, il y a eu 2 choix devant le monde occidental. Un premier choix, ça a été les pays européens, plusieurs pays européens dont l'Allemagne, qui sont allés dans la voie que nous revoyons voir naître aujourd'hui après la crise de 2008, qui était celle que je vous mentionne, c'est-à-dire des réglementations, une plus grande privatisation, une baisse de l'investissement de l'État, une plus grande facilitation de l'activité de l'entreprise privée et du capital. C'est le modèle choisi par l'Allemagne qui a aggravé tellement la situation économique des classes populaires, des couches de la population, que ça a donné tout le phénomène qu'on a connu par la suite de l'ascension nazie, hein, de l'ascension de Hitler en Allemagne, donc de l'après-crise, entre 29 et 39. Alors qu'aux États-Unis, le choix de Roosevelt, sous la recommandation d'un groupe d'économistes à la tête desquels on trouvait le brillant Kenneth Galbraith, qui est à l'origine du modèle keynésien. En fait, Keynes, c'est le proposeur du modèle, mais c'est Kenneth Galbraith qui l'a, de manière le plus, je dirais, efficace, introduit dans l'administration Roosevelt. C'était le New Deal, c'est-à-dire qu'on a connu une crise majeure, il y a des fossés énormes entre les plus riches et les classes populaires. On n'a pas de classe moyenne. L'État va investir le champ de l'économie, donc dépenser en éducation, en santé, mais aussi en infrastructure. On a construit, à partir de la fin des années 30 aux États-Unis, des milliers d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures publiques de tout ordre, sans parler de l'investissement dans des programmes qui étaient parmi les premiers programmes, en fait, d'assurance chômage, d'assurance, enfin, de sécurité du revenu de base, etc., etc. Et le début aussi de Medicare, qui de manière embryonnaire, était le début d'un système d'assurance santé universelle qui n'a jamais abouti. Oh, Même Hydro t'aime pas. Ben, pourtant. Donc, 2 voies différentes qui ont été entreprises, suite à laquelle, rappelez-vous, le millième le plus riche aux États-Unis, au sortir de la première grave crise de la crise de 29, tirait vers lui 6,3% du PIB. Après 3 décennies d'investissement massif, fait de modèles d'État-providence,
l'implication de l'État dans l'économie des sociétés occidentales, non seulement l'Occident a connu ces 3 décennies les plus glorieuses, où tu voyais accompagnant l'un l'autre un développement économique fulgurant, accompagné d'un développement social relatif, avec tout ce qu'on a dans la société actuelle, de laquelle on est relativement fier. Par exemple, la nationalisation de l'hydroélectricité, un système de santé publique, un système d'éducation quand même publique généreuse, avant que les élites politiques et économiques l'abandonnent. Tout ça vient de ces 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre, 45-75, au bout de laquelle, encore aux États-Unis comme exemple, ailleurs c'est le même phénomène qui s'est produit, le millième qui tirait les revenus les plus élevés ne tirait plus vers lui que 3,3% de PIB. Évidemment, on va dire, bon, 33 fois son poids, c'est encore trop important, c'est très inégal, mais c'est quand même beaucoup moins que le 6,3% du PIB de 30 ans, 40 ans auparavant. Et surtout, cette différence de 3% pour la plus grande économie mondiale, qui a un PIB en termes de milliers de milliards de dollars, donc de giga, comment on appelle ça maintenant? Milliers de milliards, c'est giga. Il n'y a pas de mathématiques. Des trillions. Comment? Des trillions. Donc, quand on parle d'une économie dont le PIB se chiffre en trillions de dollars, c'est 3% du PIB qui n'est plus possédé par le sommet, mais qui est redistribué donc à la base. C'est énormément d'argent qui circule donc dans l'économie d'en bas, qui a permis donc, en fait, aux rêves américains, entre guillemets, de se réaliser, de se matérialiser d'un temps soit plus, c'est-à-dire une classe moyenne relativement forte, une diminution de la pauvreté, puis un certain confort, en fait un confort certain pour la plupart des citoyens du monde occidental, toute chose étant relative. Or, avec Reagan et Thatcher, comme je l'ai mentionné, comme le bloc soviétique s'affaiblissait grandement, n'avait plus les moyens de rivaliser, surtout à cause de la guerre aux armes. En fait, c'est une course aux armements qui a achevé le modèle soviétique en grande partie, en raison du fait que ça coûtait excessivement cher aux deniers de l'Union soviétique de faire cette troisième guerre mondiale, en fait, qui est une course aux armements avec toutes les petites guerres entre nations dépendantes des deux superpuissances. Et en plus, son modèle autoritaire, son modèle antidémocratique faisait en sorte qu'il ne jouissait pas d'une capacité de mobilisation de sa base de la population pour, par exemple, répondre à la demande ou augmenter le train de production, à moins de recourir aux méthodes staliniennes qui étaient excessivement autoritaires et brutales. Donc, ce qui fait que, pour résumer, pour caricaturer, l'Union soviétique et ses tributaires étant en déclin, les détenteurs de capitaux, avec le représentant politique Reagan et Thatcher, là, disons, simplifie peut-être un peu à outrance, juste pour en venir à l'objet de cette discussion, c'est qu'ils ont décidé de se mettre à l'attaque, de reprendre le chemin perdu avec ce qu'on a appelé donc la vague, le début de la vague des déréglementations, des privatisations et des restructurations. Déréglementation, on le comprend, ça veut dire baisser les barrières réglementaires et tarifaires de toutes sortes, pour faire en sorte que le capital soit le moins possible ennuyé par des règles, par exemple, du droit du travail, de défense, par exemple, du droit des travailleurs, donc des règles syndicaux pour répondre à des exigences en matière sociale. Ensuite, le moins de problèmes en matière tarifaire, pour disons, déplacer le capital à souhait sans répondre à des exigences étatiques, par exemple, de souveraineté sur une partie. C'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, Shell peut facilement fermer la raffinerie de l'Est de Montréal, partir ailleurs, restructurer son entreprise sans devoir répondre à quiconque, même si c'est un secteur excessivement stratégique pour n'importe quelle économie de n'importe où dans le monde. On parle du pétrole, de l'approvisionnement pétrolier, d'une infrastructure de raffinerie qui est la dernière des deux qui nous restait. L'avant-dernière, donc les deux dernières qui nous restaient. Donc, déréglementation qui consiste à enlever tous ces embûches, sans parler des règles environnementales qui étaient moins sévères à l'époque, mais qui ont connu donc une baisse, et des réglementations aussi en matière culturelle, par exemple les questions de langue, respecter les langues locales, les langues régionales, les langues nationales. Le capital n'a pas vraiment à s'enfarger dans ça. Évidemment, il y a des traités d'exception culturelle, mais qui sont bien minces et bien timides. Vous avez des exigences vraiment au niveau international d'une véritable diversité culturelle, une diversité des langues. Donc, Reagan et Thatcher ont venu dire, ben, ça suffit, on n'a pas besoin de faire d'autres concessions, les rivaux sont à terre, puis les mouvements sociaux sont dans une espèce de ressac à cause
des échecs des modèles alternatifs. Donc on reprend le chemin perdu. Ça a été une attaque violente qui s'est manifestée même par le fait que des partis de gauche ou des partis sociodémocrates, que ce soit le Parti communiste, je dis le Parti communiste, le Parti socialiste français de Mitterrand ou de Jospin, que ce soit le Parti québécois au Québec ou encore davantage le Parti travailliste de Tony Blair, ont internalisé aussi ce discours-là. Donc, libéralisation des marchés, libéralisation voulant dire qu'on libère le capital des contraintes sociales, environnementales, culturelles ou de règles du travail. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, cette libéralisation? Qu'est-ce que ça donne, cette déréglementation? Ça donne, et là je fais un saut kaléidoscopique dans l'état actuel du Québec. Parce qu'au Québec, vous avez connu aussi, vous avez observé, on a observé les mêmes, disons, les mêmes recettes qui ont été appliquées à des degrés divers par le Parti québécois et par le, je vais dire, Parti conservateur, par le Parti libéral du Québec. Ça ressemble pas mal, n'est-ce pas? Par exemple, les premières d'abord, pour le Parti québécois, ça a pas mal commencé avec le Beau Risque, hein, qui était une tentative audacieuse, mais très risquée, de la part de René Lévesque, d'essayer de finaliser un accord constitutionnel à la satisfaction du Québec au lendemain de la défaite du premier référendum. Donc, c'était le Beau Risque avec les conservateurs, menés par nul autre que Brian Mulroney, correcteur en chef de des pratiques et des mœurs politiques à Ottawa dans les années 80. Donc, il y a eu une première alliance entre les deux qui a occasionné une entrée massive, je dirais, de cadres intermédiaires dans le giron du PQ, puis ensuite du Bloc québécois et dans je dirais, les passerelles, disons, très nombreuses et multiples qui existent entre les deux, tout au cours des années 90, dans lesquelles on trouve beaucoup de cadres intermédiaires, et même parfois assez haut placés, venant des milieux conservateurs. Vous retrouvez même des députés ou des premiers ministres de haut rang. Parmi les députés, des Jacques Brassard, des Joseph Facal. Parmi les premiers ministres, on peut sans nul doute parler de Lucien Bouchard, qui est un ami d'enfance, un collègue ensuite de Brian Mulroney, et un de ses plus illustres ministres pendant de nombreuses années, avant de passer au Bloc québécois, puis ensuite, disons, parasiter la direction du PQ. Mais dans le giron de ces personnes que j'ai... Bon, il y avait les Guy Chevret, par exemple, également, ministre de tout, pendant une époque, Guy Chevret, un ministre omnipotent, et surtout aux ressources naturelles. C'est dans la foulée de son action et de sa marque et de sa philosophie qu'on a assisté à la baisse de revenus, à la baisse des redevances sur les ressources naturelles. C'est le Parti québécois qui a introduit en 1994. En 1994, Gendron qui avait pris la succession de Chevret, et c'était l'aboutissement du travail. Donc, et puis à la fin des années 90, avec la nouvelle alliance, au lendemain du deuxième échec, à chaque fois qu'on a eu un échec au référendum, on s'excuse, fait fourrer par la droite. Au lendemain du deuxième échec, Bouchard, qui était le grand sauveur, a fait avaler à la gauche sociale, je le prends dans le sens large, au mouvement populaire syndical, surtout au mouvement syndical, la direction du mouvement syndical, l'idée que pour créer les conditions gagnantes pour un nouveau référendum, il fallait accepter un exercice douloureux qui était le déficit zéro. Et le déficit zéro ne s'est pas fait évidemment sur le dos des banques, à qui on aurait pu demander de contribuer plus, sur le dos des riches, à qui on aurait pu demander de contribuer plus à l'effort fiscal de l'État. Ça ne s'est pas fait sur le dos des minières, à qui on aurait pu demander de donner un peu plus pour tout ce qui relève de notre sous-sol. Ça ne s'est surtout pas fait aux dépens des multinationales du bois, qui dépossèdent notre territoire de son bois depuis à peu près 100 ans, en n'investissant rien vraiment au Québec. Non, ça s'est fait sur le dos des classes sociales. Ça s'est fait sur le dos du monde ordinaire. On a assisté à une coupe de 25% dans le budget de l'État, à partir du sommet du déficit zéro, là, le grand sommet économique, et les syndicats ont accepté ça. Les syndicats l'ont accepté, évidemment, de manière, je dirais, la direction syndicale, pas tous les syndiqués, mais les directions syndicales l'ont accepté, et on ne se gêne pas pour le critiquer, l'ont accepté en faisant un pari sincère, je crois, que ça permettra au Québec de se ravigorer économiquement, de montrer au patronat qu'ils n'ont rien à craindre d'une poussée indépendantiste au Québec, à la tête duquel on aurait un Lucien Bouchard, qui est un gars de droite, qui ne se gêne pas de dire que, bon, il vient du milieu de droite,
en faisant le pari qu'une fois le pays réalisé et le Québec indépendant, là, le mouvement ouvrier syndical pourrait faire sa lutte et renverser cet ordre des choses qui était au profit des patrons, au profit de Lucien Bouchard et du discours néolibéral. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le PQ qui, à partir de ce moment-là, a introduit toutes les traînes mesures que vous voyez aujourd'hui que Charest a, disons, fini de réaliser et d'aboutir à son achèvement le plus, je dirais, complet. Dans le fond, l'œuvre du gouvernement Charest, que mes amis de Locolocas décrit comme étant le démon en personne, je veux bien. Et tu sais, quand avec leur tour Libérez-nous des libéraux, où on fait allusion à moi, je ne sais pas si vous avez entendu cette tour, mais de voter à Mercader, c'est comme si le PQ avait eu besoin de nous pour perdre l'élection de 2003. Mais nos amis qui fondent encore des espoirs sur le PQ, la direction du PQ, devraient réaliser que dans le fond, l'œuvre néolibérale d'ouverture au marché a été grandement rendu possible, et c'est le même procédé partout, parce que les partis de droite occasionnent des braquements, si vous voulez, des couches populaires. Ils sont moins habiles à faire accepter un certain nombre de choses douloureuses. Le discours néolibéral marchand dominant, le modèle économique actuel qui a conduit à la crise de 2008 et à sa ruine, a partout utilisé d'abord les partis de gauche, entre guillemets, institutionnels, qui posent bien, qui causent bien, comme le Parti socialiste français, le Parti travailliste ou le Parti québécois, et avec par exemple Bill Clinton aux États-Unis. Hein. Si vous voyez l'histoire de la crise qu'on écrit aujourd'hui, tous les observateurs indépendants vont vous dire que la crise de 2008, c'est moins Bush que Bill Clinton. C'est Bill Clinton qui a en fait occasionné les plus grandes déréglementations de Wall Street au milieu des années 90 qui ont abouti à ces exagérations des marchés, puis des hedge funds, puis de toute cette espèce de, je dirais, financiarisation de l'économie et surtout une financiarisation, je dirais, carnassière, carburant à des disons, produits, à des produits commerciaux et financiers qui sont une spéculation absolument gratuite et irréfrénée. Donc, c'est souvent grâce à des gens qui, comme je disais, qui posent bien. Donc, l'archétype, à mon avis, c'est Bill Clinton. On en a trouvé au Québec aussi à travers le Parti québécois avec Lucien Bouchard, ou en France avec un Lionel Jospin ou d'autres socialistes français, et avec Tony Blair aux États-Unis. On a accéléré le train de réforme néolibérale, de déréglementation, déréglementation, déréglementation. Qu'est-ce que ça donne, la déréglementation dans le Québec d'aujourd'hui? La déréglementation fait en sorte alors qu'on assiste à une bureaucratie galopante, démentielle par exemple dans le réseau de la santé. Et je suis obligé de dire que quand l'ADQ brandit à l'Assemblée nationale un schéma, un organigramme du ministère de la Santé qui est absolument gargantuesque, c'est ridicule de complexité, puis qui décrit la bureaucratie et la gestionnite aiguë dans le réseau de la santé, je suis obligé de leur donner raison. Et alors qu'on assiste au même phénomène à l'intérieur, en partie de notre système d'éducation, où on voit des paliers, des couches successives de gestionnaires par-dessus l'épaule de d'autres gestionnaires, qui sont par-dessus l'épaule de d'autres gestionnaires, qui eux sont par-dessus l'épaule de l'infirmière, du médecin, de l'inhalothérapeute ou de l'enseignant, pour surveiller comment tout ça se fait. Puis on n'a personne au ministère de l'Environnement pour rapporter ce que les minières font sur les sites miniers et les résidus qu'ils nous ont laissés. On n'a eu personne au ministère de l'Environnement pour s'assurer qu'ils ne nous laissent pas 346 sites miniers pollués avec des résidus miniers toxiques que l'État va devoir payer. On n'a personne au ministère du Revenu pour s'assurer que la classe financière et les élites économiques du Québec aient un peu plus de contraintes et de difficultés pour aller cacher leur argent. Résultat, comme le démontre si bien Alain Deneau dans son livre sur le offshore, là, si vous voulez, les fonds souverains criminalisés, c'est-à-dire les 84 pays aux juridictions de complaisance sur le plan fiscal, parce que ce n'est pas juste des paradis, là, comme on le conçoit bien dans les Caraïbes, ce n'est pas juste les îles Caïmans, on a également la Suisse, qui est un paradis fiscal dans le sens que il y a un régime fiscal très complaisant, et surtout, en fait, c'est un refuge fiscal. Il offre plus qu'un paradis fiscal, c'est plutôt un refuge fiscal, c'est
à cause du secret bancaire, ou encore ça peut être le City de Londres. Donc il y a 84 entités comme ça dans lesquelles dort. Avez-vous une idée de l'argent du Québec qui dort dans ces pays-là? Dans ces 84 entités fiscales, juste un ordre de grandeur? 50 millions. 10 milliards. 50 millions? Vous êtes vraiment optimiste. 10 milliards. 10 milliards, c'est déjà, vous vous approchez un peu, mais regardez, je vais juste vous donner un exemple. Juste Alcan a eu entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000 un report d'impôt de 1,2 milliard de dollars pendant 10 ans. Et ensuite, Alcan a été acheté par, comment ça s'appelle l'autre? Rio Tinto. Et puis là, on n'en entend plus parler. Donc, ce n'est pas 10 milliards, c'est 88 milliards de dollars. Pour l'ensemble des 43 pays de l'OCDE, qui sont les pays économiquement les plus élevés, c'est 11 000 milliards de dollars, suivant le document officiel de travail du G20 de Londres en avril 2009. Donc, ce n'est pas nous autres, là. On n'hallucine pas, ce n'est pas la théorie du complot. C'est le document de travail des propres, disons, experts des 20 pays les plus développés réunis à Londres pour leur permettre d'essayer de voir faire pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. 11 000 milliards de dollars pour l'ensemble de ces 43 pays, 88 milliards de dollars, suivant une estimation, disons, basée sur la moyenne du PIB, là, appliquée au Québec. Ça fait 88 milliards de dollars de l'argent du Québec. Donc, je vous disais tout à l'heure, bureaucratie rampante, inutile dans le système de la santé, dans le système de l'éducation, et je vous épargne le reste, absence de contrôle et de vigile sur l'activité du secteur privé. On contrôle le pauvre travailleur, l'employé de l'État, le fonctionnaire, on contrôle le médecin, l'infirmière, l'inhalothérapeute, on contrôle l'enseignant, l'éducateur dans les CPE, mais on ne contrôle pas Rio Tinto Alcan, on ne contrôle pas Abitibi-Water, on ne contrôle pas Shell, on ne contrôle pas les minières qui ont sorti du Québec 23 milliards de dollars de 2009 à, je m'excuse, de 2002 à 2009. Sur 6 ans, 23 milliards de dollars. On contrôle tellement peu qu'on ne sait même pas la richesse qui s'échappe de notre sous-sol. En fait, c'est des estimations fournies par les exploitants eux-mêmes. Il n'y a aucun, quand on questionne le ministère, il n'y a personne au ministère des Ressources naturelles qui peut nous donner une idée du volume de fer qui est sorti du Québec, par exemple, au cours de ces dernières années. Le ministère s'en remet au rapport que lui font les compagnies, qui ont bien sûr intérêt, vous le croyez bien, à surestimer, je suppose, hein, leur production, parce qu'ils doivent payer les redevances. Il n'y a tellement pas de contrôle qu'il n'y a personne à l'autorité des marchés financiers, au ministère du Revenu, pour comprendre, pour analyser et surveiller l'enchevêtrement des compagnies mises en place, ce qu'on appelle des filiales, qui permet par exemple aux compagnies minières, qui ont permis aux compagnies minières, qu'en sortant 23 milliards de dollars au cours de ces 6 dernières années, malgré le fait qu'en principe on devrait toucher 12% de redevances, faites le calcul, 12% de 23 milliards, ça fait quand même à peu près 2,6 milliards, d'accord? Or, on n'a touché que moins de 350 millions de dollars pour cette période en redevances. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surveillance, parce que il n'y a personne au gouvernement qui est capable, qui a les outils, qui a les fonctionnaires pour surveiller le capital, pour surveiller l'activité de ces entreprises, pour comprendre, par exemple, que bien de ces entreprises ont des filiales au Québec qui fait l'exploitation, qui accusent tous les coûts, d'accord, qui fait le bilan à la fin de l'année, qui dit voici ce que j'ai extrait, voici ce qui m'est resté comme profit. Et les marges bénéficiaires de l'entreprise enregistrée au Québec qui doit payer des redevances et de l'impôt sont faméliques. D'accord? Sauf que cette entreprise ne dit pas qu'il a vendu l'essentiel de son produit, mettons l'or extrait ou le fer extrait, à une filiale offshore pour un prix dérisoire, avec une marge bénéficiaire minime, sauf que l'autre entreprise, la filiale de la même compagnie offshore, où bénéficie de complaisance fiscale, donc de meilleure imposition, a vendu sur les marchés internationaux le fer, le nickel, l'or, le diamant, qui est sorti du Québec. Donc, tout est absolument légal. Donc, quand on parle de corruption, il ne faut pas s'imaginer que la corruption, c'est une affaire d'enveloppe entre M. Normand Trudel ou à Curso, puis les maires de Mascouche et de Terrebonne. Évidemment, c'est ça. Mais c'est bien au-delà de ça. La corruption est institutionnalisée, en fait, et rendue possible et légalisée par différents mécanismes
Donc la première de toutes étant le modèle néolibéral marchand des 30 dernières années, la déréglementation. Parce que si les gouvernements avaient maintenu l'idée simplement, je ne parle pas de l'idée des modèles d'État socialiste, je parle juste de l'idée des 30 glorieuses, des 30 ans qui ont succédé aux 45 avec une vague de démocratisation puis de redistribution de richesses, où l'État avait une mission, c'est pour ça qu'on l'appelait l'État-providence, la mission d'assurer une certaine justice sociale et la redistribution des richesses, et surtout un développement économique et humain. Puis pour ça, il faut réglementer. Il faut dire c'est quoi nos attentes en matière sociale. C'est quoi nos attentes en matière d'éducation? C'est quoi nos attentes en matière de santé? C'est quoi nos attentes en matière environnementale? Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire avec l'environnement? Une fois que tu as des idées de vivre ensemble, une idée de ce que tu veux pour ta société, tu es obligé de le matérialiser, de le rendre, disons, applicable par une série de lois pour contraindre les différents acteurs à respecter ce cadre dans ces choix sociaux-là. Donc, tu as des règlements. Et le règlement ultime, qui déplaît évidemment au marché et aux financiers, c'est la taxe, c'est l'impôt. Parce que pour avoir le moyen de réaliser tout ça, par exemple, si tu décides que la santé, c'est important, comme le Canada l'a fait, le Québec l'a fait, puis qu'il faut le financer, puis il faut avoir les ressources qu'il faut, puis il faut donc aller chercher l'argent là où il existe, c'est-à-dire dans ceux qui génèrent des profits et qui accaparent des parts de revenus importantes. Or, ce qu'on a assisté au cours de ces 30 dernières années, c'est une baisse d'impôts drastique. Les entreprises et les citoyens, le 10e le plus privilégié de nos sociétés, qui contribuent jusqu'à 50% de l'assiette fiscale, du fardeau fiscal de l'État, au Québec aujourd'hui, ne contribuent plus que pour, avez-vous une idée? 18%. De 50% à 18%. Alors que durant la même période, leur part de richesse, leur capacité à créer des richesses, à créer des profits et des revenus, c'est considérablement accru. C'est-à-dire, au cours de ces 30-40 dernières années, jamais le PIB, même du Québec, qu'on accuse d'être une province relativement pauvre ou inhabile économiquement, n'a reculé. On n'a pas cessé à accroître notre capacité de produire des richesses. Donc nos richesses se sont sans cesse accrues. Mais on a trouvé le moyen, les beaux parleurs ont trouvé le moyen de nous convaincre de diminuer quand même notre investissement social de 25% pour accorder des baisses d'impôts. Donc c'est là le début de la corruption. En fait, je dis ça, puis je me surprends en fait à répéter un personnage de Virginie. J'imagine que vous écoutez. J'en vois une moi, mais je l'écoute. C'est parce que Jean-Nicolas ne l'a jamais écouté, il ne sait pas ce qu'il manque. Il y a un personnage paraît-il, moi je ne peux pas le suivre avec assiduité, je comprenais bien, mais dernièrement on m'a envoyé un épisode où le type, là, le professeur qui est candidat Québec solidaire, vous êtes au courant là? Comment il s'appelle? Pierre Lacaille. Oui, alors le professeur Lacaille. L'acteur, c'est J.C. Lauzon. Exact. Il campe le personnage d'un professeur qui est candidat Québec solidaire. Je ne sais pas à quelle occasion d'ailleurs, dans quelle élection. Il explique à sa classe, je pense qu'elle est au secondaire, fin secondaire, parce que là, il parle de l'actualité, de la corruption. Puis il emmène ses élèves à réaliser que dans le fond, peut-être la véritable corruption, c'est toute cette idée en société où à travers le marketing, on donne droit à des compagnies avec une formidable machine de fausse représentation institutionnalisée qui s'appelle le marketing et les communications, de faire payer aux gens des prix beaucoup plus élevés que ce que ça a vraiment coûté et ce qui serait un juste profit pour le produit mis en marché. Autrement dit, les entreprises, en fait, on accepte dans notre société que les entreprises, s'ils ont l'habileté nécessaire pour vendre un sac qui leur a coûté 10 $ à produire, 250 $ juste parce que ça s'appelle Louis Vuitton. Est-ce que c'est ça? La dernière fois que j'ai acheté un sac Louis Vuitton, je ne me rappelle pas. C'est pas dans ma braquette. J'ai pas vu la facture. Je m'adresse toujours à ma référence en information. Vous comprenez bien que si on accuse aujourd'hui les Tony Accurso ou les BPR ou les compagnies d'ingénierie de s'adonner à la corruption, c'est quoi finalement? C'est qu'ils, par l'entremise d'un financement illégal, d'une influence indue obtenue par exemple auprès des décideurs publics, que ce soit municipal ou au ministère des Transports du Québec, ils obtiennent des contrats pour des valeurs beaucoup plus importantes que le travail qu'ils réalisent.
Hein? C'est ça qu'on appelle corruption. C'est ça que tout le monde décrit. Dans notre société, on dit, mais ça n'a pas de bon sens que des entrepreneurs, comme dans le cas de BPR pour les contrats d'eau à Montréal, dans le cas de Bombardier pour le contrat avec la STM pour les trains, facturent 2-3 fois plus cher que ce que des concurrents sont prêts à donner ailleurs pour la valeur réelle du travail accompli. Ou des trains de métro, c'est ce qui s'est révélé. Hein? Vous avez vu que quand ils ont été menacés par un concurrent espagnol, tout d'un coup, Bombardier a baissé son prix par wagon de 3,4 millions à 2,6 millions en une nuit. D'accord? Dans le cas de BPR à Montréal, le contrat des compteurs d'eau comparé à l'équivalent à Toronto, on était prêt à nous facturer 3 fois le prix. Ça avait été négocié par Zampino, qui a donné sa démission comme président du comité exécutif pour rejoindre qui? BPR, celui qui avait obtenu le contrat. Puis on trouve ça absurde, intolérable, puis on dit ça n'a pas de bon sens, puis on s'érige contre ça. Mais ce que M. Lacaille, c'est ça, le professeur Lacaille, invitait ses élèves à réfléchir, c'est pourquoi est-ce qu'on se scandalise tant de ça, puis on ne se scandalise pas de tout le modèle marchand actuel qui domine la planète, où les entreprises sont autorisées à vendre à n'importe quel prix du moment où ils ont le gros bout du bâton, et la capacité de contrôler le marché de prix à n'importe quel prix leurs produits. Captant ainsi une partie de l'économie qui, normalement, dans une économie plus saine, circulerait ailleurs, serait peut-être dans les mains des pauvres gens qui ont acheté ces produits-là, qui en feraient d'autres choses, qui feraient de leur vie autre chose, qui s'émanciperaient d'une autre manière, parce que, ce faisant, les perdants, c'est qui? C'est tous les consommateurs qui payent souvent des prix excessifs pour des produits qui ne valent pas ces prix-là, les privant de possibilités, sans doute, par exemple, d'épargner, et en épargnant peut-être moins tributaires de lourdes hypothèques pour acheter des maisons, donc moins fragiles devant une économie, comme on l'a vu aux États-Unis, qui a mis en banqueroute et en ruine des milliers de gens. Tout ça pour vous dire que, dans le fond, là, sans parler du fait que tout le modèle des PPP, privatisation et les partenariats publics-privés, là maintenant les exemples sont absolument foisons au Québec, que c'est une véritable orgie, c'est un bar ouvert pour la corruption. D'ailleurs, le contrat, par exemple, de BPR à Montréal, tout le processus de l'analyse des besoins, de l'élaboration des devis, puis ensuite de l'examen des concurrents, puis de la finition du contrat avait été mené par PPP, par des firmes extérieures au gouvernement local, c'est-à-dire à l'administration publique au niveau municipal, sous prétexte que l'administration municipale nous coûte trop cher, il faut qu'on se défasse de nos fonctionnaires, on va donner ces contrats-là au privé. Or, le privé, ça a été ça. Ça a été une opacification du procédé pour permettre à la corruption de mieux organiser la collusion et l'octroi de contrats de complaisance. Évidemment, on peut nommer une liste de différentes formes de corruption maintenant, là, qui ont cours malheureusement au Québec. Il y a le financement illégal des partis, qui est une des portes d'entrée pour avoir une oreille, une écoute, une influence pour l'obtention des contrats. Financement illégal, grosso modo, qui procède par les prête-noms. Vous avez vu les cas qu'on a dévoilés le printemps dernier, qui se sont avérés cet été. Il y a eu des compagnies d'ingénieurs qui ont admis, par exemple, 4 firmes d'ingénieurs, juste dans l'année 2008, avaient donné 400 000 $ juste au Parti libéral. D'accord? 120 à peu près des employés des cadres de ceux-là. La firme qui a dû admettre, c'est parce qu'il n'y avait vraiment aucune défense, parce qu'on avait réussi, par le hasard des choses, à identifier 3 personnes au moins qui avaient donné pour cette firme-là, qui étaient des employés à des salaires très, disons, modestes. Une employée de bureau, là, une secrétaire, puis 2 techniciens. Là, on peut le dire aujourd'hui, là, c'est du domaine commun, on avait par hasard, on avait fait beaucoup de fouilles grâce au service de renseignement solidaire, maintenant universellement prisé par nos journalistes. On avait fouillé par exemple les réseaux sociaux, puis on s'était aperçu, on avait fait des recoupages, puis on s'était aperçu que 3 de ces donateurs-là, il y en avait une qui était une secrétaire, puis 2, c'était des techniciens. Donc des échelles salariales aux alentours de 30 à 40 000, et ils avaient donné 3 000 $ chacun. Et vous savez, quand vous donnez au parti, c'est juste les 400 premiers dollars qui sont déductibles d'impôt à 75 %. Donc sur les 3 000 $, c'est juste 300 qui est un crédit d'impôt. C'était très difficile. Ouais, ça se fait quasiment pas, ou c'est très. En tout cas, quand au Parti libéral, la moyenne des dons est aux alentours de 400 $.
et que les trois principaux dirigeants du parti, c'est-à-dire Charest, Normando et Jacques Dupuis, ne donnaient en moyenne que 1 000 $ par année. C'est difficile de croire qu'un technicien de l'Axor donnait pour les beaux yeux de Mme Normando 3 000 $. Donc, mais c'est vrai que les yeux de Mme Normando sont... Et donc, on a le droit de le dire, il y a quand même des qualités dans tous nos opposants. Et son grande adresse à nous rouler dans la farine. Alors, on dit aujourd'hui que le développement du gaz de schiste, c'était pour assurer l'indépendance énergétique du Québec, assurer la richesse collective, exactement comme René Lévesque avait fait avec... Alors donc, il y a ces procédés de financement illégaux par l'entremise des prête-noms. Il y a le financement légal. Vous comprenez que si des entrepreneurs, comme Normand Trudel individuellement, l'ami d'Accurso, Écolosol, tout le scandale de, c'est bien loin de vous, là, de Terrebonne, et de ça, c'est des villes dans la couronne nord de Montréal. C'est vraiment une pépinière à corruption. La mafia, qui est maintenant sur la sellette avec l'île d'André Noël, qui prélève, la famille Risuto, la mafia sicilienne actuellement, prélève au Québec. Ça, c'est l'aveu d'un dirigeant de la GRC dans une enquête policière en Italie, alentour du PPP de la Messine, l'énorme pont, qui là-bas aussi a été octroyé en contrat PPP, partenariat public-privé, puis on s'est aperçu qu'il y avait une énorme magouille de dépassement de coûts, puis la mafia avait les mains trempées là-dedans. Dans l'enquête qui a mené à tout ça, à ces révélations, on a appris qu'au Québec, c'est un agent de la GRC qui est allé dire là-bas que, suivant les écoutes et les informations disponibles à la GRC, la mafia montréalaise prélève 5% de tous les contrats, les gros contrats ouvrages publics qui sont donnés au Québec, surtout dans la région montréalaise et surtout dans la couronne nord. Donc on parle de Laval, où règne Gilles Mobutu Vaillancourt. Puis, en fait, son règne est aussi long que Mobutu. Je ne sais pas lesquels des deux va abdiquer en premier. Il y a les villes de Mascouche et de Terrebonne, où moi-même j'ai été témoin à l'entour du site d'enfouissement de la Chenille, les magouilles qui ont forcé le bureau d'audience publique pour l'environnement à accepter le projet d'enfouissement, tout ça. Bref, ces deux-là sont sur la sellette à cause d'un certain Normand Trudel, qui est vraiment l'archétype, un phénomène qu'il faut absolument... je vous invite à aller lire plus tard sur Banc d'essai, le blog d'un des membres du service de recherche solidaire, là, qui décrit un peu le cas, le loup dans la bergerie, là, le loup et les bergers. Normand Trudel, à chaque approche d'élection, dépendamment qui a le plus de chances, et on le voit là, c'est vraiment, on dit, si tu prends les sondages préélectoraux, puis tu vois les contributions de Normand Trudel, qui s'est affiché, puis ça a été accepté par les deux partis, qui s'est affiché comme étant collecteur de fonds à la fois pour le Parti libéral et pour le PQ. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ça qui a un peu irrité, parce que le jeune péquiste qui a été élu aux dernières élections, il a essayé de faire les mêmes procédés, mais comme là, on est en plein dans ce débat-là, puis ce jeune péquiste se trouve un peu dans le cercle des jeunes où je suis proche, puis on fait beaucoup de tapage sur la corruption, mais là, il s'est senti mal d'accepter les avances de M. Trudel. Il l'a dénoncé. Or, M. Trudel, si vous regardez, depuis 2000, depuis en fait l'élection de 98, vous voyez les sondages, vous allez savoir où va son argent en proportion relative. Par exemple, en 2007 puis en 2008, où l'ADQ était proche, avait des chances d'accéder au pouvoir, il a donné tout d'un coup le maximum à l'ADQ. Alors que précédemment, dans les années qui précédaient, où l'ADQ était loin du pouvoir, il donnait quelques centaines de dollars pour avoir ses entrées, mais c'est tout. Et à l'inverse, c'était la même chose pour le Parti libéral. En 2003, un saut qualitatif, alors que précédemment, son habitude était de donner au PQ dans les années avant le pouvoir libéral. Tout d'un coup, en 2003, ça monte en flèche. Et évidemment, Normand Trudel, c'est juste un exemple dans une des régions du Québec. Vous connaissez des exemples de Fava, qui maintenant est rendu dans le jargon politique du Québec. On parle de favaritisme. De Fava. Non, mais je suis sérieux, c'est comme ça qu'on le décrit maintenant. Mais à Montréal, le roi, toute catégorie de tout ceux-là, c'est un certain Marc Bibeau. Choc Béton. Choc Béton, c'est l'entreprise familiale qui a fait une énorme fortune alentour du stade olympique. Et le stade olympique, c'est pas exactement le genre de contrat. Vous êtes trop jeune pour la plupart d'entre vous pour s'en rappeler. C'est pas exactement le genre de projet d'investissement public qui s'est fait le plus
disons, dans la plus grande transparence. C'était devenu une risée dans la suite lorsqu'on a appris comment ça s'était fait. Là, des camions qui sortaient, qui rentraient 3 fois, chargeaient 3 fois leur déversement de béton, etc. Donc, Choc Béton a fait sa fortune dans le contrôle olympique. Et Choc Béton est au centre de toute la construction au Québec. C'est un des 2 fournisseurs des dalles de béton qu'utilisent ensuite, mettons, les Tony à Curso, les contracteurs, pour bâtir leurs différents ouvrages industriels, municipaux, etc. Okay? Donc, Choc Béton, c'est celui qui vend, qui est le pusher principal du béton. Or, Marc Bibeau est un des héritiers de cette entreprise qui est basée à La Chute. Excusez-moi, La Chute, je mélange toujours avec. J'espère que je vous donne pas une montage. C'est pas Laval? Non, c'est pas Laval. Non, c'est à La Chute, c'est ça. C'est l'entreprise de La Chute. Nord, Oui, c'est dans le coin nord et plus à l'ouest. Donc, une entreprise située à La Chute. Marc Bibeau, c'est aussi le principal, en fait, c'est le responsable de campagne de financement en 2003 lors de la campagne électorale de M. Charest. Marc Bibeau est parmi les rares membres du Parti libéral à être présent chez le père de M. Charest le soir de la victoire. Donc, il est dans le cercle très intime de Charest. Tellement intime que, par exemple, quand Jean Charest est invité par le gouvernement canadien dans une réception donnée en l'honneur de George W. Bush, à laquelle assistent en 2004 George W. Bush, Condoleezza Rice et Colin Powell, les 3, donc où on s'attend à voir aller des dignitaires politiques qui ont été choisis ou qui sont des membres influents de tel ou tel parti. C'est Marc Bibeau qui accompagne M. Charest. Ou encore récemment, quand M. Charest s'en va aux ouvertures des Jeux olympiques de Vancouver, c'est Marc Bibeau, qui n'a aucune compétence politique, qui n'a jamais été élu, qui n'a aucun rôle officiel à l'intérieur du Parti libéral, sauf d'être un collecteur de fonds. Alors malheureusement, vous voyez que dans le modèle actuel, ceux qui font la promotion des PPP, ceux qui font la promotion de la libre entreprise, de l'ouverture au marché, de la déréglementation, il y a une raison pour laquelle ils le font. C'est parce qu'en l'absence d'un marché bien contrôlé par l'État, par les élus, avec une réglementation qui assure la probité du processus, qui assure un contrôle pour s'assurer que les décisions qu'on prend, les contrats qu'on donne, c'est vraiment pour assurer la meilleure gestion des fonds publics et dans l'intérêt des meilleures décisions pour l'avenir du Québec. Parce qu'on a besoin d'investir 40 milliards de dollars dans les 10 prochaines années en infrastructure. On ne pourrait pas en garder un peu pour les transports en commun? Pourquoi juste du béton et des routes? Pourquoi juste des grands ouvrages hydroélectriques comme il y a 40 ans? On ne pourra pas essayer la géothermie? On ne pourrait pas avoir un investissement massif dans les énergies vertes? Non, aucune de ces décisions-là ne sont prises parce que cette corruption est rendue possible. La corruption, ce n'est pas juste les contrats qu'on donne, c'est des mauvais choix qu'on fait. Comme, regardez la filière des gaz de schiste. Tout le monde sait maintenant, c'est des amis libéraux qui sont à la tête des compagnies qui veulent développer les gaz de schiste. C'est une autre forme de corruption indirecte. Cette corruption-là est rendue possible à cause d'une très grande proximité entre les élus et les intérêts privés importants, les influences des grands capitaux privés, et surtout à cause de cette idéologie qui laisse le champ libre au capital, sans contrainte, le moins de contraintes possible, et qui repose toutes les contraintes et toutes les responsabilités. Quand il s'agit de contrôler quelque chose, on contrôle les employés de l'État, les fonctionnaires, les employés des hôpitaux ou des écoles, ou lorsqu'il s'agit d'imposer, au lieu d'imposer ceux qui gobent l'essentiel de nos richesses produites, on impose aux citoyens ordinaires, les classes moyennes, la petite et la moyenne entreprise. C'est sur ça que je finis mon intervention. Merci beaucoup. Dans la salle qui veut poser une question, on va faire une alternance homme-femme, soit dit en passant. Alors, commençons avec le monsieur là-bas. Oui, vous avez parlé de gestionner d'aigus en santé puis en éducation. Est-ce que c'est volontaire ou si c'est arrivé simplement là, par décomposition naturelle? Ben, je ne sais pas, on peut toujours voir quand est-ce que tout ça a commencé, mais le modèle de gestion est venu du modèle disons, d'augmentation des performances d'entreprise. On restructure, puis on essaie, à travers des contrôles venant du sommet, de diminuer, disons, le pouvoir à la base. Hein, c'est très centralisé. Le modèle de gestion, par exemple, Toyota, le modèle de gestion actuellement qui domine l'entreprise américaine typique, c'est un modèle très centralisé, très vertical,
où l'employé doit répondre de tous ses actes, de tous ses agissements, de tous les temps qu'il prend, de tous les gestes qu'il commet, et souvent son action, son implication, ses tâches sont fragmentées de manière à ce qu'il perd même la notion, hein, la valeur ou la finalité de l'action qu'il commet dans l'entreprise. Combien de fois, moi j'ai eu beaucoup d'amis à l'époque où j'étais en physique et tout ça, beaucoup de mes amis de ces temps-là ont abouti dans des firmes d'ingénieurs, ou comme dans Nortel par exemple. Puis c'est ahurissant à quel point le travail était compartimenté, puis se lamentait toujours qu'ils ignoraient même, tu sais, 3 bureaux plus loin, qu'est-ce que faisait l'autre technicien, l'autre ingénieur informatique, etc. Parce que les structures sont... Mais pour ça, il y a un contrôle très serré où chaque unité répond à un supérieur qui répond à un autre, tu sais, ou certains d'entre eux répondent à un autre supérieur, etc. De sorte que ce modèle-là a été introduit dans la gestion des affaires publiques, dans notre fonction publique ou nos institutions de l'État pour diminuer les coûts, soi-disant. Hein? Lorsque l'État décide, par exemple, en 1998, avec le déficit zéro, de couper, ben, il faut que quelqu'un coupe. Ce pas les employés qui font les tâches, il faut introduire des gestionnaires qui vont regarder chaque tâche, qui vont le contrôler, pour restreindre, pour ne pas qu'il y ait des dépassements de coûts. Donc, ça devient une espèce d'omnibulation. Ce qui fait que, par exemple, c'est ça qui fait qu'actuellement, une partie, malheureusement, croissante des budgets de la santé, au lieu d'aller dans le service, vont dans ce contrôle des coûts. Même chose quand l'ADQ se plaint, par exemple, des commissions scolaires, ben, il reflète un peu cette espèce de révolte vis-à-vis d'une structure qui semble de plus en plus lourde, alors que les services sont de moins en moins grands. J'ai justement une question simple comme ça, mais je veux dire comment ça se fait que l'ADQ, ces gens-là ne comprennent pas. J'imagine que tu as dû essayer de expliquer un peu la vision des choses. Que en fait, c'est un modèle très contrôlant d'entreprise privée qui s'est installé et que toute cette bureaucratie-là découle de ça et non de modèle soviétique. Ben, le modèle soviétique peut aboutir là aussi. Moi, il faut qu'on l'avoue, la gauche n'est pas exemple de travers de cette sorte. En partant de principes parfois généreux, on peut dire je pense que la bureaucratie, quand le pouvoir est trop centralisé, la bureaucratie s'installe et s'installe avec d'autant plus de force et de vigueur que quand on a un grand ensemble, une grande structure, où la base et le sommet sont très éloignés et qui fait en sorte qu'il y a ces phénomènes-là. Alors, moi, à mon avis, ça peut se produire dans les grandes entreprises privées, comme c'est le cas des Nortel, des Goldman Sachs de ce monde, où tout le monde a décrié toute cette espèce de bureaucratie à l'intérieur de ces grandes entreprises privées, mais ça peut aussi se répercuter dans le service public, partant parfois de principes très généreux. Maintenant, on peut imaginer qu'il puisse y exister aussi des modèles où on ne fait pas de gabegie. Par exemple, pour moi, Hydro-Québec est un exemple assez remarquable. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez... Bon, il y a eu quelques histoires récemment à propos de certains ingénieurs qu'on avait licenciés, puis on avait pour les mêmes services, retenu des firmes privées qui facturaient à peu près 1,4 à 1,5 fois plus cher. Je pense que c'est l'émission Enquête à un moment donné qui a fait une émission là-dessus, sur comment Hydro-Québec qui essaye aussi de privatiser une partie de ses services, ou de ses fonctions plutôt, de ses activités, pour permettre à de petites entreprises privées, parasites, de profiter du système. Mais quand même, globalement, pour l'entreprise au Québec qui contribue le plus au développement économique du Québec, vous ignorez peut-être qu'au Québec, Hydro-Québec donne à l'État plus que l'ensemble de toutes les autres entreprises réunies. Les grosses entreprises, je ne parle pas des petites et moyennes. Mais si vous prenez toutes les grandes entreprises réunies, Hydro-Québec génère plus de revenus pour l'État sous forme d'impôts directs ou de redevances sur l'eau, l'utilisation de l'eau. Sans parler de son impact en termes de qualité d'emploi, haut salaire, bon salaire. N'importe qui voudrait aujourd'hui travailler pour Hydro-Québec. C'est d'excellentes conditions salariales. Or, avez-vous entendu souvent parler, je demande aux plus jeunes comme aux plus vieux, de gabegie ou de bureaucratie dans Hydro-Québec? Moi, je ne m'en souviens pas. S'il y en a, c'est tellement peu par rapport aux autres. Je me rappelle, on a entendu parler qu'il y avait à un moment donné 40 présidents.
Bon, ça c'est au sommet. Mais je parle par exemple de l'activité d'Hydro-Québec sur le terrain, pour monter des lignes, pour construire des barrages, comprenez-vous? Autrement dit, on peut imaginer aussi des entreprises grandes, publiques, sans excroissance, disons, de bureaucratie. Ce que vous parlez, c'est un autre phénomène. Le fait qu'au sommet, les administrateurs qui ne sont pas dans la fonction publique comme telle, qui sont les dirigeants, là, il y a parce que c'est aussi des pépinières, ou enfin des parachutes dorés pour les amis des partis. Si tu as 40 postes de vice-président au lieu de 20, ben ça fait 20 postes de plus pour remercier les amis du pouvoir, une fois que tu perds le pouvoir, ou une fois que tu rentres pour ceux qui ont aidé le parti. Donc, il y a ces phénomènes-là qui puissent... Mais dans l'ensemble, au Québec, c'est très, très efficace, générateur de profit, surtout l'entreprise publique, puis qu'on critique. Donc, il peut y avoir des modèles de gestion serrés dans le public. C'est pas donc une fatalité. Mais il y a mieux encore. Par exemple, Québec solidaire met de l'avant que si un jour on arrive au pouvoir, puis on met en place Énergie Québec, NR Québec, qui chapeaute donc à la fois Hydro-Québec, mais aussi l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, si on s'en va là, tout ce qui est énergétique. Parce que les ressources, il y a des ressources naturelles dans son ensemble. Il y en a certains, le bois, le minerai, etc., qui ne sont pas stratégiques. Mais l'énergie, c'est une ressource stratégique. N'importe quel pays qui en a les moyens, au plus vite, il s'arrange, s'il y a vraiment une indépendance par rapport au marché privé, de le nationaliser. Hein? Il y a en fait peu d'endroits au monde encore où le secteur privé peut investir dans le domaine pétrolier privé. Il y a Alberta, il y a le Québec, le Canada, puis c'est à peu près tout. La plupart des autres grosses entreprises énergétiques dans le monde, là, hydrocarbures surtout, sont étatiques. Parce qu'on sait très bien que c'est stratégique, puis il faut que l'État ait un contrôle dessus. J'arrive. Mais nous, on dit Éner Québec, ça n'a pas besoin de développer, mettons, l'éolienne sur le modèle du Québec. Ça peut être des pouvoirs décentralisés, des pouvoirs régionaux, avec un prélèvement à la source pour les régions. Donc, un fonds de développement régional pour les régions à revenus autonomes, qui puissent permettre leur développement plutôt que d'être centralisés dans une structure comme Québec solidaire, qui pourrait assurer donc à la fois un contrôle collectif, un enrichissement collectif, mais une décentralisation pour diminuer aussi les écueils que sont une bureaucratisation à outrance. J'ai deux petites questions, monsieur. Vous avez parlé justement de Éner Québec qui serait une bonne idée de rassembler toutes les exploitations d'énergie au Québec par l'État. Est-ce que vous exploitez toutes les formes d'énergie, comme par exemple on a trouvé de l'uranium dans certains territoires du Québec? Est-ce que le Québec serait pour la nationalisation de l'exploitation de l'uranium? Non, justement. Éner Québec, c'est faire, pour aboutir là, il faut d'abord se baser sur un bilan énergétique qu'on a besoin de faire au Québec. On l'a fait en 1996. Malheureusement, le PQ l'a tabletté. Parce que si le PQ avait accepté ce travail-là qui a été fait en 1996, une vaste consultation que le gouvernement avait demandé dans laquelle toutes sortes d'acteurs, y compris les environnementaux, avaient participé. Dès lors, on avait identifié que l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie était la voie à suivre, puis qu'ensuite, il fallait, dès ce moment-là, donc il y a 15 ans, investir dans le développement de l'éolien, dans le développement hydroélectrique, dans le développement des transports collectifs. Il y avait toute une série de bilans qu'on avait fait. Et il faut refaire ce bilan-là, parce que là, on sait qu'on a d'autres ressources énergétiques, puis une pression pour l'uranium. Si le bilan nous dit que là, on est pris à la gorge, qu'on n'a aucun moyen, que ça va être l'enfer si on n'a pas de production d'énergie nucléaire, moi, je veux bien. D'accord? Si à la limite, il en va de la capacité de nos sociétés à se soutenir, puis disons, assurer leur pérennité. Tu sais, si on est devant une situation où on est en rupture d'autres sources d'énergie, moi je veux bien. Mais aujourd'hui, on sait très bien que même dans le domaine de la production d'hydroélectricité, on est en surplus. Puis on n'a même pas commencé à faire un grand plan national d'efficacité énergétique, comme le Québec solidaire le propose. Là, à l'échelle du Québec, on met bien d'ouvrage à l'œuvre, bien du monde à l'ouvrage, je veux dire, pour isoler nos maisons. Hein. On a un parc immobilier, surtout dans les grandes villes, là, et les villes de taille moyenne, qui est très, très, très vieux. Et imaginez le nombre d'emplois décentralisés que ça donnerait à des milliers de travailleurs et qui pourrait permettre ensuite d'arriver à une efficacité énergétique beaucoup plus grande. Donc, si on fait le bilan en fonction de ces attendus, moi, je pense que très facilement, on pourra démontrer qu'on n'a pas besoin d'énergie nucléaire. De toute façon, l'énergie nucléaire est dangereuse pour la nature et pour les humains. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'exploiter les hydrocarbures maintenant. Le meilleur service qu'on peut rendre à l'enrichissement collectif du Québec, c'est d'en garder pour les générations futures.
dans 200 ans, dans 100 ans, dans 50 ans, s'il le faut, si on est pressé, on sera certainement en possession de plus de moyens de faire une exploitation moins dangereuse. Puis en plus, imaginez dans 50 ans, parce que vous savez qu'on frappe déjà, hein, c'est la fin du pic pétrolier. Hein. Je veux juste vous mentionner ça, c'est très important puisqu'on parle de gaz de schiste. On a fait des premières découvertes du pétrole au milieu du 19e siècle. Donc si on calcule là sur l'an 1000, l'an 2000, l'an 3000. La place des hydrocarbures dans les activités humaines, c'est ça. 1850, d'accord, les premiers puits, tout ça, et on prédit 2050. Donc 200 ans. 200 ans sur un span de 2000 ans. C'est tout. C'est sûr qu'après, on va avoir un problème grave. Là, on parle de tout. Là. Quand je parle du pic pétrolier, ça comprend le gaz, ses différentes formes, gaz naturel, gaz de schiste, il y en a différentes formes, pétrole lourd, pétrole léger. Quand je fais le bilan de tout ça, vous allez avoir une très bonne description de ça dans le livre qui est modèle pour une transition. Je ne l'ai pas mis avec moi. Le manuel de transition. Manuel de transition, écrit par Rob Hopkins, puis toutes les équipes du mouvement en transition. Et réédité ici en français par Éco-Société. D'accord? Manuel de transition. On écrit très bien qu'en fait, on peut très bien, de la même manière qu'un chercheur américain, au début des années 50, a prédit la fin de l'exploitation, en fait, le déclin de la production américaine à partir des années 70, et ça s'est avéré, se basant sur une évaluation du pic des découvertes. Les découvertes de champs, de réserves, et on comprend que les plus grandes découvertes se sont faites au début. Hein. Maintenant, on découvre de plus en plus petit. Au tournant du 19e siècle vers le 20e siècle, on trouvait des puits de 3 milliards, par exemple, de barils de pétrole. Aujourd'hui, on est rendu à peu près à 300 millions des plus grandes réserves qu'on trouve. D'accord? Alors, se basant sur la fréquence des découvertes et l'ampleur des découvertes, tous les chercheurs indépendants prédisent quelque chose comme 2050. Donc, Énergie-Québec a tout intérêt à dire à ne pas se précipiter. C'est une richesse d'avenir. Comme on est en train d'atteindre le pic, le produit va devenir de plus en plus précieux. Alors, conjugaison de produits de plus en plus précieux, donc l'exploitation est repoussée dans le temps pour le rendre de plus en plus sécuritaire, donc c'est gagnant-gagnant. Donc, puis tout ça ne pose même pas la question de sa propriété. En fait, le grand mensonge des beaux yeux de Mme Normando, c'est que cet enrichissement ne sera pas un enrichissement collectif, sera un enrichissement d'une poignée de privilégiés au détriment de la santé, de la sécurité, de la collectivité. Oui. Si on ne peut pas aller chercher l'argent auprès des contribuables, il y a une optique qui se présente, c'est d'aller auprès des multinationales, par exemple avec des taxes ou des redevances, même avec une conscience environnementale pour une redevance par le fonctionnement des ressources du Québec. On sort souvent l'argument, est-ce que ça ne va pas faire peur les investisseurs? Je serais tenté de répondre, ma chère, sans vouloir te laisser. Et puis, mettons pour l'économie du Québec. L'économie du Québec, parce que pour l'économie du Québec, il n'y a rien là. C'est-à-dire, regardez, c'est comme, je vais vous donner l'exemple. Est-ce que tu serais d'accord que moi je vienne chez toi avec mon camion, sous prétexte que tu n'as pas de job, je dis, écoute, je vais te donner 10 $ de l'heure, prends toutes les affaires qui sont dans ta maison, parce que tu es mal pris, tu n'as pas de job, ok? Tu as une maison, tu as un mobilier, des avoirs dans ta maison, qui t'appartiennent. Là, je vais me dire, écoute, tu n'as pas d'emploi. Veux-tu avoir un emploi? OK. Oui, d'accord. Alors, je te donne 10 $. Prends les affaires dans ta maison, un à un, mets-les dans mon camion. Puis après, je m'en vais. Le modèle de développement actuel, je dis, tu es pris à la gorge, tu as besoin de cash. Okay? Est-ce que tu serais prêt à faire ça? D'accepter que quelqu'un vienne te déposséder de tes avoirs dans ta maison sous prétexte qu'il te donne de l'emploi? C'est ce que font actuellement les compagnies minières au Québec. En fait, les compagnies minières, c'est pire, malheureusement. Oui, ils donnent l'argent, mais en fait, on leur donne, l'État leur donne quelque chose. Parce que quand tu fais le bilan de leur redevance, puis tu soustrais de ça ce qu'on a payé, par exemple, pour leur ouvrir de nouvelles routes ou permettre pour réparer des infrastructures comme aéroportuaires et tout ça, là,
En fait, ils ont reçu plus de l'État qu'ils ont donné. Sans parler des 340 sites miniers abandonnés qu'on doit réparer. D'accord? Si on fait le calcul de tout ça, c'est pour ça que le vérificateur général disait on doit refaire le bilan. On est en train de faire une activité qui ne rapporte rien au Québec. Les investisseurs, c'est une foutaise, ma chère. Ils ont dit exactement la même chose lorsqu'il y a eu l'hydroélectricité. Là, j'ai dit pour la rationnelle, OK? L'exemple que je t'ai donné, c'est pour la partie, là, sur le principe même, c'est inacceptable. Mais même sur le plan pratique, c'est une foutaise, c'est un mensonge monumental. Écoute, ils l'ont servi, ce mensonge-là, aux Iraniens qui voulaient nationaliser le pétrole. Ils ont servi le même mensonge aux Chiliens qui voulaient nationaliser le cuivre. Ils ont servi ça aux Québécois qui voulaient nationaliser l'hydroélectricité. Ils ont dit, hey, vous ne serez pas capable, vous allez être en rupture de service, vous ne serez pas capable de fonctionner ça va faire, comment dit-on, ça ne va pas marcher comme modèle d'affaires. Ils ont dit exactement la même chose. Qui est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui travaille dans les mines du Québec? C'est des Québécois. On a des Québécois très compétents. Moi, je suis allé en Abitibi. On a même rapatrié à cause de certains développements, le boom minier, là, des gens qui, dans les années 70 et 80, étaient allés en Afrique du Sud ou en Australie où le développement minier est florissant depuis très longtemps. C'est ce genre de compétences-là qui travaillent au Québec. C'est des travailleurs québécois qui travaillent au Québec. Pourquoi on ne serait pas capable de s'organiser? Qu'est-ce qu'on a de moins que le Botswana? Le Botswana exige, pour n'importe quel développement minier, une participation de l'État de la hauteur de 51%. Qu'est-ce qu'on a moins que la Norvège? La Norvège a 5 millions d'habitants, donc c'est à peu près équivalent au Québec. Quand ils ont commencé à exploiter le pétrole, au début des années 70, quand ils se sont aperçus qu'il y avait du pétrole dans la mer du Nord, ils n'avaient pas des compétences pétrolières, là. Mais ils ne sont pas allés chercher des compagnies étrangères sous le prétexte qu'on n'a pas de compétences. Ils se sont débrouillés, ils sont allés chercher en sous-traitance. Exactement comme Hydro-Québec construit des barrages. Il ne dit pas à une compagnie étrangère, venez construire le barrage, c'est votre propriété. Il dit, je vais aller chercher toutes les compétences que j'ai besoin, je vais construire un barrage. Alors les Norvégiens, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas donné accès au capital, à la propriété, ils ont donné des contrats. Tu es capable de creuser un puits dans la mer, de creuse-la. Puis ils l'ont construit, puis aujourd'hui, ils ont 500 milliards de dollars dans un fonds de prévoyance pour les générations futures. Puisqu'on a moins que la Norvège, c'est beaucoup moins compliqué que dans les années, pour les Norvégiens, dans les années 70, forage en haute mer, où ils n'avaient aucune connaissance encore. Nous, les mines au Québec, c'est nous qui les fabriquons. Puis les mines au Québec, qu'est-ce que tu penses que ça va être? Les prochains développements, ce pas des mines sophistiquées qui utilisent, mettons, le développement technologique sophistiqué, mises justement au point par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est même pas ça. C'est aussi rudimentaire que de creuser un gros trou de la hauteur du Tour Eiffel dans les localités du Québec. C'est tout ça, c'est gros volume, faible temps. Hein? À Malartic, c'est ça, c'est un gros trou. Il n'y a aucune sophistication technologique là-dedans. On est capable de le faire. Puis on a un fonds d'investissement de 130 milliards de dollars qui s'appelle la Caisse de développement économique du Québec, qui au lieu d'investir dans des projets aussi prometteurs, que mettons une industrie, on pourrait nationaliser l'or par exemple, comme la Chili a fait avec le cuivre, d'accord? On n'a pas besoin de tout nationaliser, juste l'or, parce que c'est très rentable. Quand les autres métaux baissent, les marchés sont baissiers pour les métaux, l'or monte. Puis quand le reste des métaux monte, l'or, il s'atténue un petit peu. Mais c'est pas grave, quand il s'atténue, tu n'as pas besoin de le vendre. Tu le mets dans tes réserves monétaires, dans ta banque centrale, ça solidifie ta propre monnaie. C'est une réserve stratégique. Tu sais, c'est gagnant-gagnant, tout bord, tout côté. Pourquoi on laisserait ça à une firme, par exemple au Cisco, dont 92% des actionnaires sont étrangers au Québec? Pourquoi? Il n'y a aucune raison, sauf un esprit colonisé. Ouais. Moi, j'ai un commentaire et une question. Juste une dernière chose. À la limite, si dans certains secteurs, on n'est pas encore prêt à le faire, il n'y a aucun mal à attendre. Ceux qui sont précipités, c'est ceux qui veulent faire une pièce facile. Puis de toute façon, on a fait toutes ces concessions-là depuis 30 ans, sous prétexte que c'est des investissements, c'est des emplois. Qu'est-ce qui nous reste après? Ils ferment.
On n'a pas assez donné à General Motors, il a fermé. On n'a pas donné à Hyundai à Bromont, ils sont partis. On n'a pas donné à Shire, industrie pharmaceutique. En fait, avant Shire, c'était Biochem Pharma. Ils ont vendu, ils sont partis, c'est devenu une entreprise. Ça ne marche pas. L'Irlande l'a fait, l'Irlande est en ruine. Cette logique de faciliter l'investissement étranger, ça ne profite qu'aux investisseurs étrangers. Après, on reste gros gens comme devant. Non, ok, c'est donc un commentaire. Vous avez parlé de ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a relayé de Virginie, où ils disent le marketing, c'est de vous vendre quelque chose à 10 fois le prix de sa valeur. Mais je pense qu'il est pire, c'est que souvent on n'en a pas besoin. En plus, ils créent le besoin. Ils créent le besoin et ils nous le vendent plus cher. J'ai entendu quelqu'un dans une émission de radio. J'écoute trop la Virginie? Non, j'écoute pas la télé, mais j'écoute la radio. Je prends des breaks quand même. C'est Galbraith, justement, Galbraith père, qui disait lors d'une allocution de 40 ans que on n'avait même pas encore le capitalisme marchand néolibéral aujourd'hui. Il y a, je suppose, 70 ans, parce qu'on parle des années 30, 40, où il était vraiment très actif. Il disait le capitalisme aujourd'hui ne consiste plus à produire des choses pour rencontrer les besoins de nos populations. Il consiste à créer des besoins en fonction de sa production, avec toutes les conséquences sur, évidemment, la planète et sur des économies tout à fait malades et en plus dépendant de manière toxique aux énergies fossiles. Je pense qu'il n'avait pas terminé sa question aussi avec ça, puis c'est relié au marketing. Vous parlez des politiciens qui vendent leur idéologie de droite, mais ils la vendent à travers les médias de masse, qui souvent ont des chroniqueurs économiques, ont pas beaucoup de sens critique et ne sont dans le fond que des courroies de transmission. Est-ce qu'il y a une façon de... Il n'y a pas de façon magique. Non. Il y a des peuples en lutte, il y a des secteurs en lutte et des gens en lutte. Moi, je suis assez optimiste pour le Québec. Je voudrais, parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes, ne pas que vous ayez un tableau uniquement du côté sombre de notre univers. Il y a un côté très lumineux pour moi aussi au Québec. Regardez ce qui s'est passé dans le cas du gaz de schiste. Ils pensaient là, que tout était arrangé depuis 2006, Hydro-Québec qui cède ses droits des compagnies privées, puis ensuite petit à petit, ils attendent le moment opportun, ils font leurs petites affaires, puis bang, il ne restait plus qu'à développer la filière. Ils avaient même organisé une conférence internationale pour couronner le tout de succès. Tu sais, la conférence où André Boisclair était porte-parole. Mais le monde, quand ils en ont eu vent, ils en ont eu connaissance, ils n'ont même pas eu besoin de Québec solidaire, ou des syndicats, ou des groupuscules de gauche, pour se solidariser d'abord, poser des questions, s'objecter, puis actuellement, vraiment, la ministre est en merde. Je m'excuse de dire comme ça. Ça va très mal. Le seul fait qu'il y a cette résistance, le seul fait que nous, on fasse beaucoup de bruit, fait en sorte que le cours des actions de ces compagnies-là baisse. En fait, il est freiné dans sa baisse par les opérations, d'après ce que j'ai entendu dire. Parce que ça pourrait être pire. D'accord? Sans parler du fait que le prix du gaz sur les marchés a chuté également. Tu regardes, par exemple, la capacité de mobilisation qu'il a, malgré le fait que la droite domine notre espace politique depuis au moins 20 ans, 20-25 ans. Tu regardes Sommet des peuples en 2001, 70 000 personnes se sont rassemblées au Québec, puis n'ont même pas eu besoin de radio, comme les radios X là, qui mobilisent lorsque des manifs de droite. D'accord? 70 000 personnes étaient dans les rues à Québec. Juste dernière, ça c'était en 2001. En 2010, à Rimouski, on était 10 000 dans une marche des femmes. À Rimouski, il faut le faire. 10 000, je pense que c'était plus que la population locale. Éveillée. Ou encore, je donne d'autres exemples. Le Sur-Roi, le gouvernement est obligé de reculer. La vente du Mont Harford, ça a eu lieu, mais finalement, pas comme le gouvernement aurait voulu que ça se fasse. Des coupures dans le budget, ou le budget de Bachand, en moins de quelques semaines, 50 000 personnes étaient à Montréal, mobilisées. Ça, c'est toutes les capacités de mobilisation. Où vous allez d'année en année, mettons, dans les conférences internationales, dans les forums sociaux, par exemple. Le Québec est l'endroit qui envoie par tête d'habitant le plus de délégations. C'est assez remarquable. Sans parler, par exemple, le mouvement anti-guerre, le mouvement pacifiste au Québec, qui est relativement très fort. Donc, en dépit des apparences, malgré le fait que la droite occupe l'espace médiatique, puis, je veux dire, le sommet de la hiérarchie sociale, il y a dans le Québec d'en bas, le Québec populaire, le Québec des étudiants, le Québec des femmes, le Québec
des assistés sociaux qui défendent aussi, ont leur dignité à défendre le Québec de ceux qui veulent un logement abordable. Bref, dernièrement, 40e anniversaire de l'assurance maladie. Le ministre était absent, mais il y avait une salle de 200 personnes avec des gens prestigieux de tous les origines qui étaient venus célébrer les 40 ans de l'assurance maladie. Donc, il y a une capacité de résistance et de mobilisation. C'est pas pour rien qu'en Amérique du Nord, c'est au Québec que pour la première fois, un parti qui ose critiquer le capitalisme a envoyé un député à l'Assemblée nationale. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Pour essayer dans la diffusion, dans le fond, il y a une vidéo qui se fait, je regarde ça. Dans le fond, on peut la retrouver où? Sur le site, sur Facebook, sur YouTube? Excusez-moi? Dans le fond, la vidéo que vous faites là en ce moment, on va la trouver où? La vidéo va être sur YouTube dans 2 ou 3 semaines, le temps qu'on fasse le montage. Il y a une étudiante, une qui avait une question. Tu avais une question? Ah non, c'était vous, monsieur? Ben, c'était justement au niveau des médias. Oui. Ouais, ben, c'est comment vous comptez réussir à prendre place plus large dans les médias, étant donné qu'ils sont quand même un nœud du problème, parce que ce que vous dites principalement, c'est qu'on a un gros problème de désinformation. Un nœud du problème ici, puis les adversaires de la droite l'ont compris en Italie, Berlusconi. Oui, ben c'est ça. En France, Sarkozy. Aux États-Unis, Fox News, puis tout le tralala. Maxime Bernier dit. Hein? Maxime Bernier dit. Non, les médias, par exemple, Québécois Média, Pierre-Carl Pelado, qui essaye d'avoir un canal télévisé de droite, là, en canadien, avec la chaîne, dont je me rappelle plus le nom. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour le moment. Oui, mais il y a eu des dépressions, Ouais, des pétitions. donc, la droite est très consciente de cette capacité d'entretenir le mensonge, d'entretenir la propagande, une agite-pop qui est maintenant qui vient de la droite. Je n'ai pas dessus tout ça, honnêtement, c'est notre talon d'Achille. Il y a des balbutiements, il y a des radios communautaires. En fait, moi, malheureusement, c'est parce qu'il y a un certain milieu communautaire aussi qui s'est neutralisé à cause d'une politique qu'on appelle de neutralité politique, de prendre parti. En fait, ce qui fait que, alors qu'on a au Québec un des réseaux de radios communautaires les plus développés au monde, qui ne sert pas vraiment à une conscientisation publique parce qu'il reste trop ronronnant dans ses chasses gardées, tu sais, de la musique alternative, certains commentaires alternatifs, mais pas une espèce d'analyse mordante, professionnelle, factuelle et constante, tu sais, heure de grande écoute. Donc il y aurait peut-être une piste là, de mettre les réseaux de radio communautaire ensemble, mettre leurs moyens ensemble. Ou certains journaux. Il faut qu'on trouve des moyens. Il y a quelques balbutiements de web télé, de web médias. Je m'excuse, j'ai pas mieux à offrir. Honnêtement, c'est notre talon d'Achille, puis c'est vrai qu'on est fait là-dedans. Mais ça ne vous empêche pas d'écrire, d'essayer de rentrer un petit peu de raison dans les petits cracks qu'il y a dans les médias dominants. Bien sûr, le Devoir vous est ouvert, mais je parle de la presse, tu sais, des autres médias, un téléphone ou Radio X. Le monsieur. Oui, dans le fond, en rapport avec les gaz de schiste, le gouvernement ne veut pas procéder à une évaluation environnementale stratégique, non plus de moratoire. Sauf que dernièrement, le ministère de l'Environnement s'est dit qu'il allait arrêter, prohiber toute exploration gazière dans le fleuve Saint-Laurent et participer à une évaluation environnementale stratégique dans le Golfe. Donc, c'est un peu aberrant de voir les deux situations relativement similaires et pas d'évaluation environnementale pour l'un et un pour l'autre. Donc, quelle est la stratégie, là, selon vous? Est-ce que c'est pour justement beaucoup plus développer l'industrie des gaz de schiste ou c'est juste parce que la ministre Nadine Normando et on regardait les beaux yeux du peuple au lieu de ses beaux yeux à elle? Oui. Ben, je pense que dans ça, il y a sans doute cette stratégie-là, c'est-à-dire que dans le Golfe, étant donné qu'il y a des enjeux de propriété, qui donne les droits et qui est autorisé à prélever et comment on gère le fait qu'il y a des nappes qui sont partagées par Terre-Neuve, mais aussi qui ont une incidence sur les autres provinces. Là, il y a 5 provinces finalement qui sont voisins. Donc comme là, de toute façon, la dispute n'est pas réglée, ça donne l'impression d'un gouvernement responsable qui dit, ben, regardez, moi je suis responsable, quand c'est vraiment nécessaire, je mets un break, je fais un moratoire, puis j'attends d'évaluer. Donc si je ne le fais pas dans le cas des gaz de schiste, c'est vraiment pas nécessaire, rassurez-vous. Oui, il y a un peu de cette stratégie-là. Il y a aussi le fait que les joueurs dans le domaine de Paris, ce n'est pas les mêmes que les joueurs dans les gaz de schiste. Dans les gaz de schiste, il ne faut jamais oublier qu'il y a 2 compagnies qui sont directement reliées au Parti libéral, ou sont associés d'anciens ministres libéraux ou d'anciens cadres aussi haut placés que, par exemple, anciens
chefs de cabinet, par exemple, de M. Charest lui-même, qui sont partie prenante dans ces deux entreprises qui veulent exploiter les gaz de schiste. Donc là, le gouvernement, il y a un empressement, disons, une motivation plus grande. Non, il y avait ce monsieur-là avant, puis après. Change de sujet un peu. Avez-vous pensé à quelque part une réforme du régime parlementaire parce que... On est en plein dedans. Ouais, vous parliez des années 80, mais avant ça, au nom de l'efficacité, on a un peu coupé l'herbe sous le pied de la fonction de l'élu, en limitant la période des questions et compagnie. Avez-vous des idées pour des réformes? Bien, écoutez, actuellement, vous savez que la carte électorale, comme le gouvernement n'a pas pu présenter un projet de loi qui convienne aux partis d'opposition quand M. Béchard était là, et M. Bouchard... Ok, je reprends. La loi électorale oblige le directeur général des élections à tous les 2 élections de réviser la carte puis de corriger les distorsions, parce qu'il y a des mouvements de population. Puis il y a un arrêté de la Cour suprême du Canada qui oblige maintenant les gouvernements à ne pas permettre des écarts de plus de 25% avec la moyenne, que ce soit au-dessus ou en dessous. Par exemple, actuellement au Québec, il y a 23 circonscriptions où on dépasse le 25%, soit qu'on est en dessous, soit qu'on est au-dessus. On a accepté quelques exceptions, Longue-Gava et les îles de la Madeleine. Il y en a un troisième que j'oublie, je pense que c'est Duplessis. On a accepté, on a dit pour ces comtés-là, même s'ils dépassent la norme, étant donné l'éloignement géographique et les conditions particulières, on va permettre que ça le dépasse. Mais en principe, le directeur général des élections avait pondu une nouvelle carte dans laquelle on perdait 3 comtés en région pour en ajouter 3 dans les régions périphériques de Montréal où il y a un boom démographique. On perdait donc une région en Gaspésie, une circonscription en Gaspésie, une autre dans le Bas-Saint-Laurent, puis une autre dans Chaudière-Appalaches, en fait, dans la grande région donc, de la Beauce. Et là, il y a eu une montée en barricade, manipulée grandement par le Parti libéral, des gens qui sont venus faire une représentation pour dire non, il ne faut pas toucher à ça, il faut mettre faut suspendre l'application de cette carte que le DGEQ fait simplement parce qu'il n'y a pas le choix, il doit redessiner nos cartes. Et nous, on a dit que c'est temps à ce moment-là de faire la réforme du mode de scrutin pour donner une nouvelle dynamique à la politique au Québec, mieux représenter la diversité des opinions, qui est actuellement grandement bafouée par le système actuel, où il n'y a pas de proportionnel. La beauté de la chose, et ce qui facilite notre intervention, qui affronte quand même un peu certains élus régionaux, c'est de dire, écoutez, regardez, on est capable de vous montrer que le modèle proportionnel à compensation régionale, c'est-à-dire un modèle où il y a 60% des sièges qui sont attribués par circonscription, donc 75 circonscriptions, comme un peu sur le découpage fédéral, mais donc grosso modo. Puis là, ensuite, il y a 50 sièges à représentation proportionnelle qui sont distribués selon ce que les partis ont obtenu pour n'importe quel parti qui a eu au-dessus de 2%. Ça, c'est le nombre pour décider du nombre total. Mettons, si Québec solidaire a 10%, bien, on a 5 sièges. Mais la manière de distribuer ces sièges-là se fait par compensation régionale. On regarde comment est réparti le vote de Québec solidaire dans chaque région. C'est en fonction de l'importance de ce vote-là qu'on donne un siège à tel et tel parti dans telle et telle région. Autrement dit, ceci permet à la fois d'avoir une représentation proportionnelle, mais éviter parfois ce qu'on voit dans d'autres pays où il y a une liste nationale, puis là les gens peuvent venir de n'importe où, puis ils ne sont pas rattachés à une région. Donc ils sont juste rattachés à l'ensemble du territoire. C'est pour permettre pour un territoire aussi vaste que le Québec d'avoir des représentants, des élus qui ont une attache dans leur région. Mais ça permet en même temps d'avoir de nouvelles dynamiques. Il y a des régions actuellement là, qui depuis des années sont soit tout bleu, soit tout rouge. Puis vous connaissez la ligne de parti. Bon, alors, par exemple, actuellement, une bonne partie de la BTB c'est entre les mains des libéraux. Et si le gouvernement veut aller dans telle direction, décidé par Charest et le petit cercle de pouvoir autour de lui, le député n'a pas grand-chose à dire là-dedans. Et le député n'est même pas, va avoir de plus en plus tendance même à éviter ses citoyens, en tout cas à éviter les citoyens qui veulent un changement parce qu'il est pris en porte-à-faux, il ne peut pas faire grand-chose. Il est neutralisé par le fait qu'il se doit d'obéir à la ligne de parti, il ne peut même pas protester. Alors vous voyez bien que bien des régions au Québec aujourd'hui, dans le modèle actuel, même s'ils ont un député, s'ils ont une opinion qui tranche
qui a une vision différente du développement économique du parti au pouvoir, s'ils ont le malheur d'être avec le parti au pouvoir, de leurs députés ne peut rien pour eux. Puis souvent, moi j'ai vu ces députés-là ont tendance à repousser, à ne pas rencontrer les gens, qui savent très bien qu'ils n'ont rien à leur dire, là, ils ne peuvent pas vraiment acquiescer à leur demande. Donc, le modèle qu'on propose, on est là-dedans. Actuellement, il y a un momentum pour ça. On essaye de convaincre les régions que c'est dans leur intérêt. Je ne sais pas ce que ça va donner. On était en discussion justement en Parlement à propos de ça aujourd'hui même. Mais merci beaucoup de m'arrêter. J'ai la tâche ingrate obligée à venir m'arrêter. Je dois absolument quitter pour Je suis vraiment... vous m'honorez par le fait que je vois des gens là debout depuis 1 heure, 1 heure et demie. Ça me fait chaud au cœur, ça me donne de l'énergie pour continuer en voyant que ça intéresse les gens, les jeunes surtout. Mais j'ai besoin d'aide. Il ne faut pas que aux prochaines élections, je sois seul. Là. On veut Émilie comme député. Oui, ça serait fun. Par exemple, ça puisse se faire, là, vraiment, je sais qu'on n'est pas parfait. Mais si vous attendez que toutes vos préoccupations soient répercutées dans le Québec solidaire, d'abord, on ne le saura pas, ça ne se réalisera pas, on sera tous morts avant, c'est pas possible. Un parti, c'est un compromis, je sais que c'est pas parfait, mais on a besoin de vous, puis ça commence par une adhésion, 5 $ par année, par une simple adhésion. Ensuite, quelques commentaires. Je ne sais pas, des fois, si vous avez des bonnes idées, vous nous envoyez ça à Québec solidaire ou à mon bureau de député. Mais il faut commencer par ça, on a besoin de votre appui. Sur le plan financier, mais surtout sur le plan de l'adhésion. Tu parlais des médias, là. Notre pénétration dans les médias dépend de ça. Ils vont dire, vous êtes combien? Ah, vous êtes juste... C'est une marge, c'est négligeable. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas le formulaire d'adhésion.